Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder le grand entretien des Échos pour ce premier numéro avec Mohamed Ben Moussa. Mohamed Ben Moussa, bonjour. Bonjour, Mer- merci de m'accueillir chez vous. Merci à vous d'être présent. Avec nous aujourd'hui, nous avons Moulay Ahmed Belriti, qui est rédacteur en chef des Inspirations Échos. Bonjour. Et nous avons Marine Mouazani, qui est journaliste aux Inspirations Échos. Si Mohamed Ben Moussa, vous êtes ancien membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Vous êtes économiste, consultant, expert en politique économique, professeur universitaire de finance. Vous êtes également ancien banquier, ancien opérateur du marché financier et boursier. Vous êtes acteur politique, vous êtes membre du parti de l'Istiqlal. Vous êtes dirigeant associatif, vice-président du mouvement d'Amir. Pour aller vite, mais vous avez un CV très étoffé. On va préciser qu'en 2019, vous êtes nommé par Sa Majesté membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. On n'a rien oublié. Oui, vous avez dit l'essentiel, mais peut-être le qualificatif qui me convient le mieux, c'est citoyen marocain patriote, on va dire. Patriote, mais vous êtes quand même un expert de l'économie d'après votre CV. Vous êtes passé par Tijari Wafa Bank, Wafa Immobilier, vous avez été à la bourse, le mouvement d'Amir, la CGEM. Donc, vous On êtes va un. dire que je m'intéresse aux politiques publiques et aux problématiques économiques depuis plus de 30 ans déjà. Très bien. Vous êtes en tout cas un bon client pour nous, les Échos. Parfait. Merci. Parfait. Justement, on peut enchaîner directement en parlant de politique, sur la politique économique du pays. Que suit le pays? Où est-ce qu'on en est? Quel est votre avis? On aimerait bien avoir une petite analyse, votre point de vue. Écoutez, je pense que nos concitoyens savent que notre pays est actuellement au milieu d'une tempête. Et cette tempête provient d'abord et avant tout des risques et des menaces exogènes à notre pays. Les problématiques internationales, les problématiques de violentes spirales inflationnistes importées dans notre pays, les conséquences des perturbations des chaînes de production internationale, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, les problématiques également de crise de liquidité au niveau international. Donc nous sommes un pays qui est ouvert sur l'économie internationale et par la force des choses, nous subissons de façon frontale et directe les conséquences de ces chocs. Maintenant que je dis cela, je dois en même temps rajouter que nous avons nos propres faiblesses, nos propres fêlures internes, endogènes, qui font que ces chocs sont d'un effet encore plus fort et plus violent. Et notre politique publique, notre politique économique, malheureusement, n'utilise pas tous les instruments qu'il faudrait déployer pour atténuer ces chocs. Et on pourra en parler en détail sur toutes les composantes de la politique économique et des politiques publiques de notre pays. Mais globalement, c'est l'appréciation que je peux faire à votre première question. Nous sommes confrontés à des chocs exogènes, violents, mais nous pourrions mieux les affronter si nous étions en capacité de penser et de mettre en œuvre des politiques économiques plus pertinentes et plus en phase avec les besoins de nos concitoyens. D'ailleurs, justement, dans ce sens, quelles sont les premières pistes qu'on peut citer sur les choses qui ne vont pas au Maroc? Enfin, on a nous-mêmes une idée, mais selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mieux appréhendé? Qu'est-ce qui pourrait être mieux géré? Comment on peut mieux gérer les choses? Écoutez, toutes les politiques publiques doivent être revisitées. Il ne vous a pas échappé que notre pays est passé par une phase importante d'introspection et de réflexion et de définition d'un cap stratégique. Et c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est le travail de la commission spéciale sur le modèle de développement, qui a travaillé dans le cadre d'une feuille de route qui a été fixée par la plus haute autorité de ce pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui a essayé de proposer aux Marocains, pour les Marocains, avec les Marocains, un chemin sur, on va dire, une génération et demie, sur une quinzaine d'années, à l'horizon 2035. Alors, ce schéma est un chemin difficile. Pourquoi? Parce qu'il nécessite un certain nombre de réformes de structure, de réformes disruptives, qui doivent remettre en cause notre conception des politiques publiques et qui doivent remettre en cause un certain nombre de données ou un certain nombre d'éléments d'organisation de notre économie qu'on considère aujourd'hui comme étant quelque chose de
d'acquis, alors qu'il faudrait totalement revoir cela pour mettre au service des citoyens nos politiques publiques. Donc nous avons eu ce moment démocratique très important et je pense que les Marocains ont attendu avec beaucoup d'impatience ce nouveau modèle de développement parce qu'ils y ont contribué, soit directement, soit par l'entremise de leurs représentants au sein de la démocratie représentative et participative. Donc il y a eu un rendu, un résultat avec des réformes très claires. Il appartenait ensuite au gouvernement immédiatement désigné par Sa Majesté sur la base des résultats des élections du 8 septembre 2021 de mettre en œuvre les politiques publiques d'application, d'implémentation des grandes réformes de structure, des grandes réformes disruptives portées par le nouveau modèle de développement. Malheureusement, ce que je constate avec beaucoup de recul et de lucidité, c'est que les politiques publiques actuellement mises en œuvre par le gouvernement Arnouch s'écartent considérablement des réformes portées par le nouveau modèle de développement, à l'exception de quelques domaines qui vont dans le bon sens pour la simple raison qu'il y a un suivi, me semble-t-il, direct et personnel qui est exercé par Sa Majesté sur ces domaines. Je pense par exemple au programme de généralisation de la protection sociale. Comme vous le savez, c'est un projet qui est porté par Sa Majesté, qui fait l'objet d'une supervision directe, pointue, rapprochée, et les premiers pas que le gouvernement a accomplis dans ce projet-là vont dans le bon sens. Je peux prendre également comme autre exemple la politique de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le ministre de l'Éducation nationale est l'ancien président de la commission spéciale sur le modèle de développement, et le ministre de l'Enseignement supérieur est un collègue qui était également membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Et donc, eux deux ont à cœur d'appliquer avec fidélité et avec exhaustivité les réformes qui sont portées par le nouveau modèle de développement. En revanche, sur les autres sujets, malheureusement, nous sommes à des années-lumière des recommandations du nouveau modèle de développement. Je vais vous prendre quelques exemples. Politique sociale notamment. Là, par exemple, la politique fiscale. Alors, vous savez que la mise en œuvre du nouveau modèle de développement nécessite, au niveau de la phase d'amorçage, des ressources budgétaires supplémentaires de l'ordre de 4% du PIB, et à terme, en phase de maturité, 10%. C'est donc des sommes importantes. C'est 50 milliards à 110, 120 milliards de dirhams de ressources budgétaires nécessaires par an pour pouvoir porter ces réformes. Et nous n'y arriverons pas si nous ne mettons pas en œuvre la réforme fiscale. Or, sur la réforme fiscale, rien n'est fait. Dans la loi de finances 2022, il y a simplement des mesures symboliques. Et toutes les mesures qui sont proposées dans le cadre du nouveau modèle de développement sont totalement occultées, à la fois ont été totalement occultées dans la loi de finances 2022 et même totalement occultées dans le programme du gouvernement à l'horizon 2026. Mais si vous le souhaitez, je peux vous donner des exemples. Comment vous expliquez ce retard et comment ça Écoutez, se fait moi j'ai mon interprétation, j'ai mon analyse. Je considère que l'exécutif est d'obédience ultralibérale. Je considère qu'il y a une antinomie, j'allais dire consubstantielle, voire congénitale, entre le programme du gouvernement et le nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement met l'accent sur le rôle de l'État, l'État stratège, l'État régulateur. Le nouveau modèle de développement priorise la déconstruction de l'économie de la rente. Le nouveau modèle de développement considère que les départements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la culture, ce ne sont pas des départements budgétivores, ce ne sont pas des dépenses, mais ce sont des investissements pour l'avenir. L'exécutif, malheureusement, est caractérisé, je vais reprendre une formulation que j'ai déjà utilisée dans d'autres contextes, est caractérisé par un péché originel qui est lié au conflit d'intérêts, au sommet de l'exécutif. Et donc nous sommes dans deux ADN différentes. Nous sommes aux antinomies des principes qui sous-tendent les choix stratégiques, d'une part du nouveau modèle de développement, qui constitue en tant que tel une légitimité constitutionnelle, du fait de la désignation de la commission qui a travaillé sur ce projet par Sa Majesté le Roi, du fait également de la participation active
des Marocains et des représentants des Marocains à travers les partis politiques, les syndicats, les ONG, les intellectuels, le monde universitaire, les think tanks, à l'élaboration de ce nouveau modèle de développement. Donc c'est une légitimité institutionnelle en tant que telle. Et il y a une autre légitimité, tout aussi respectable, qui est une légitimité aussi constitutionnelle, qui émane des rendez-vous électoraux, et qui est le gouvernement, et qui a eu la confiance du Parlement. Ce qui est regrettable pour notre pays, ça dessert de mon point de vue les intérêts de notre pays, c'est qu'il n'y a pas de convergence entre ces deux légitimités. Et je crois que le sens de la responsabilité voudrait que tout le monde mette beaucoup de pain sur la planche, que tout le monde fasse l'effort nécessaire pour retrouver rapidement cette convergence, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pas une question de temps, pardon. C'est pas une question de temps, justement. Parce que le gouvernement a peut-être besoin de temps pour mettre en place tout ça. Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le gouvernement, comme vous l'avez constaté, est présidé par un parti qui est aux commandes de l'État depuis au moins 15 ans. Donc il n'y a pas une découverte des problématiques. Il n'y a pas une découverte des dossiers. Il y a une totale continuité. Et quand bien même les gouvernements de notre pays, depuis une décennie et demie, étaient présidés par d'autres partis que le parti qui a gagné ces élections, il n'empêche que ce parti, en l'occurrence, avait les commandes sur les départements les plus importants. L'économie et les finances, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'investissement et sur d'autres départements. Donc il y a une totale continuité. Ça, c'est pour l'argument du temps. Deuxièmement, la transformation de notre pays nécessite des mesures politiques, des décisions politiques symboliques, qui ne nécessitent pas des budgets, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Marocains, mais qui nécessitent une volonté politique, une vision stratégique, une volonté de mener des réformes difficiles, une capacité aussi à expliquer aux Marocains la justesse et la pertinence de ces réformes. Et les Marocains, c'est un peuple responsable et c'est un peuple qui est prêt à accepter des sacrifices. Il l'a déjà démontré plusieurs fois dans son histoire. Mais il n'accepte ces sacrifices que s'ils sont justes, que s'ils sont pertinents, que s'ils servent l'intérêt supérieur de la nation. Et surtout, si ces sacrifices sont partagés par tous. Or, force est de constater que le nouveau modèle de développement qui a la volonté justement d'avoir une vision holistique des problématiques de notre pays, une volonté de faire prendre le fardeau du développement, de ce que Sa Majesté a appelé l'essor de la nation, par tous, malheureusement, la politique du gouvernement actuel met le poids de l'effort sur une partie seulement de la population, sur une partie seulement des citoyens, et malheureusement sur la partie la plus faible et la plus fragile. Et donc c'est en cela que l'argument du temps, de mon point de vue, n'est pas recevable, et nous perdons beaucoup de temps. Enfin, mon analyse ne se base pas sur la volonté de dresser un bilan de l'action du gouvernement. Il est trop tôt pour le faire, effectivement. Mon analyse et mon approche n'est pas de dire voici les réalisations du gouvernement et donc il y a un gap et il faut porter la critique et le faire au gouvernement parce que le gouvernement n'a pas réalisé ce que les Marocains étaient en droit d'attendre de cet exécutif. Non. Mon analyse porte sur les intentions d'action du gouvernement, sur le programme d'action du gouvernement. Et je dis personnellement que quand bien même le gouvernement serait en mesure d'appliquer la totalité, l'exhaustivité de son programme gouvernemental tel qu'il a été présenté au Parlement et approuvé par les deux chambres parlementaires, eh bien je considère que ce programme est très, très, très en deçà de l'ambition qui est portée dans le cadre du nouveau modèle de développement et qui, de mon point de vue, reflète davantage l'ambition à la fois de Sa Majesté et du peuple marocain. D'accord, ça par rapport à tout ce qui est les grands chantiers et les recommandations et les orientations royales, mais par rapport à la gestion de crise, comment jugez-vous justement la politique du gouvernement avec tout ce que nous vivons actuellement, inflation, flambée des prix des matières premières? Quelle est votre lecture? Je pense que les Marocains constatent d'eux-mêmes que le gouvernement est
très fébrile par rapport à la violence des chocs. Pour quelles raisons? D'abord, parce qu'il y a un péché original, ce dont je parlais tout à l'heure, le conflit d'intérêts. Si bien que toutes les décisions qui pourraient être prises par ce gouvernement seront toujours sujettes à caution et à interrogation légitime des Marocains. On ne peut pas être juge et parti. Et donc, il faudrait qu'il y ait, et c'est une des recommandations du nouveau modèle de développement, il faudrait qu'il y ait une sorte de muraille de Chine entre le monde politique et le monde des affaires. On ne peut pas accepter un mélange des genres qui est totalement mortifère pour la confiance des citoyens et des acteurs économiques. Excusez-moi juste sur ce point, mais c'est les gens qui ont élu ce parti. C'est les gens, c'est un choix, j'allais dire, légitime. Et vous parlez de conflit d'intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ce conflit d'intérêts? On l'a choisi. Comment on peut s'en retirer? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je constatais froidement, lucidement, que nous avions de légitimité institutionnelle. Ouais. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause la légitimité institutionnelle d'un gouvernement qui est élu, choisi par les citoyens et qui a gagné la confiance du Parlement. C'est une légitimité institutionnelle qui est incontestable. Mais il n'est pas question non plus pour moi de tomber et de sombrer dans une amnésie et d'ignorer la légitimité institutionnelle du nouveau modèle de développement. Et donc c'est en cela que je dis qu'il faudrait qu'il y ait des femmes et des hommes d'État dans ce pays qui soient en capacité de surmonter leurs différences et de trouver le plus grand dénominateur commun, le tout dans l'intérêt du pays, de la nation et des citoyens. Et il faut que les gens soient en capacité de se dépasser pour servir le pays. Et en capacité de trouver cette, pas fusion, mais ce rapprochement de ces deux légitimités. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je rappelle aussi que la légitimité du gouvernement est postérieure à la légitimité du nouveau modèle de développement et des réformes portées par le nouveau modèle de développement. Donc il eût été plus cohérent que la légitimité postérieure s'alignât sur la légitimité antérieure, ce qui n'est pas le cas. Sans défendre le gouvernement, est-ce que dans la situation actuelle, est-ce qu'ils sont quand même pas un petit peu victimes du contexte, je dis du contexte qui est également international? Est-ce que c'est pas un poids difficile quand même à supporter? Je vous le disais tout à l'heure, notre pays est face à des chocs exogènes comme tous les pays de la planète. Est-ce que notre pays réagit comme d'autres pays? Non. Et je vous explique pourquoi. Deuxièmement, ce dont il s'agit, c'est d'analyser et de donner et d'apporter un regard critique sur les intentions d'action du gouvernement. Encore, le moment du bilan n'est pas encore arrivé. Or, il ne vous a pas échappé que le programme du gouvernement et la loi de finances 2022 ont été approuvés 4 mois et demi avant la survenance des chocs exogènes. J'allais dire dans un environnement plus ou moins stable. On était au sortir de la pandémie de la Covid-19 et nous étions plutôt dans une période de surchauffe de l'activité économique. C'est pour ça qu'il y avait des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et dans la montée des prix, mais il y avait une surchauffe de l'activité économique. Ouais. Et donc, voilà, donc la crise russo-ukrainienne a bon dos. Elle ne peut pas tout expliquer. Elle peut expliquer nos chocs exogènes, mais elle ne peut pas expliquer nos faiblesses internes. Or, nos faiblesses internes, nous les avons analysées dans les moindres petites coutures dans le cadre du nouveau modèle de développement. Et nous avons proposé des solutions très opérationnelles pour les dépasser. Le gouvernement, malheureusement, sur beaucoup de sujets, a choisi la politique de la procrastination en la matière et a choisi de reporter les décisions difficiles à des lendemains où probablement il ne serait plus en responsabilité, puisque ces réformes, comme je vous le disais, sont absentes à la fois de la loi de finances 2022, mais aussi du programme gouvernemental. Prenons quelques exemples, parce qu'il faut que les citoyens voient très concrètement de quoi il s'agit. Première grande réforme, n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure.
je considère que notre pays est dans la bonne voie en matière de généralisation de la protection sociale. Tout à fait. Et le gouvernement agit dans la bonne voie parce qu'il y a la supervision directe et rapprochée du chef de l'État. Comme nous agissons dans la bonne voie en matière d'éducation nationale et d'enseignement supérieur. Alors la réforme fiscale, par exemple. Nous sommes un pays où nous sommes dans l'incapacité de produire de la recette fiscale. Lorsque vous avez une ambition de porter des projets qui vont coûter à terme 10% du PIB, 110, 120 milliards de dirhams, il faut que vous soyez en capacité de lever de la ressource fiscale. Or, aujourd'hui, le rendement de notre système fiscal est de l'ordre de 20,5% de notre PIB, autour de 230 milliards de dirhams de recettes fiscales. C'est très faible lorsqu'on compare le rendement fiscal d'autres pays en Europe qui ont le même système fiscal que le nôtre, avec 3 grands impôts, l'IS, la TVA, l'IR, et avec des taux d'imposition relativement comparables, pas très éloignés en tout cas. Eh bien, le taux de pression fiscale dans l'Union européenne est de 27%. Dans notre pays, c'est 20,5%. Et si on appréhende la pression fiscale entendue au sens global du terme, c'est-à-dire en prenant en compte tous les prélèvements obligatoires et donc toutes les cotisations sociales obligatoires, en Europe, c'est 41%. Et notre pays, on n'a pas de statistiques officielles, on passerait, d'après mes estimations, de 20,5% à 25-26%. Vous voyez bien que le gap est considérable. Est-ce qu'il faut comparer à l'Europe? Est-ce que finalement le modèle européen n'est pas... Il faut comparer à l'Europe le système fiscal, pas les prélèvements sociaux obligatoires. C'est pour ça que je vous ai donné 2 chiffres. Je vous ai donné 27 et 41. Donc je ne me compare pas au 41, mais je me compare au 27. Et au 27, ça nous donne 6 à 6,5% de PIB à lever en recettes fiscales potentielles supplémentaires annuellement, ce qui ferait à peu près 70 milliards de dirhams. Et pour y parvenir, le nouveau modèle de développement a fait une trentaine de propositions. Par exemple, la révision du barème de l'impôt sur le revenu, en augmentant le taux de la tranche inférieure, en créant davantage de tranches intermédiaires, en réduisant les taux des tranches intermédiaires et en augmentant le taux marginal pour les hauts revenus. Par exemple, en créant une sorte de TVA sociale qui viendrait financer les budgets de protection sociale en rajoutant 1 point de TVA ou 2 points de TVA ou en gardant les mêmes taux de TVA, mais en réservant une partie de la recette de la TVA pour le financement de la protection sociale. Autre exemple, l'institution d'un impôt de solidarité sur la fortune non productive, qui aujourd'hui est un élément qui est présent, contrairement à ce qui est dit, présent dans la quasi-totalité ou en tout cas la majorité des systèmes fiscaux en Europe. Donc l'impôt de solidarité sur la fortune non productive, la fortune qui ne produit pas, qui n'est pas investie dans l'appareil de production, celle-ci doit faire l'objet d'un prélèvement fiscal. Parmi les propositions que nous avons faites, eh bien, nous avons proposé de supprimer par exemple les systèmes de retenue à la source à taux libératoire dans le cadre de l'impôt sur le revenu parce que c'est une atteinte au principe de l'équité fiscale horizontale et verticale. Nous avons également proposé de rationaliser les dépenses fiscales qui représentent à peu près 30 milliards de dirhams pour le budget général de l'État. Et ces dépenses fiscales ne font pas l'objet aujourd'hui ni d'une étude d'impact ex ante ni ex post. Et nous disons dans le cadre de nos recommandations que chaque dépense fiscale doit faire l'objet d'une étude ex ante et ex post pour démontrer la pertinence de cette mesure et démontrer son impact économique et social. Nous proposons encore, je termine et je réponds à votre question, nous proposons également de revoir le système d'imposition de la fortune qui est héritée. Et nous considérons que, évidemment, il faut exonérer les petites fortunes, les petits héritages, les petits patrimoines que une personne moyenne a constitué tout au long de sa vie et a laissé à ses enfants. Par contre, les grands patrimoines, lorsqu'il y a héritage, nous considérons que le système fiscal doit évoluer et la taxation doit continuer à intervenir au moment de la cession du patrimoine, mais le calcul de la plus-value ne doit pas se faire comme ça se fait aujourd'hui sur la base de la valeur actualisée au moment de décès du défunt, mais sur la base de la valeur historique.
Nous proposons également de réactiver la commission de sanctions des infractions pénales, des infractions fiscales et des fraudes fiscales qui ont un caractère pénal. Aujourd'hui, la commission existe, mais elle existe sur le papier. Elle n'a été activée par aucun de nos 2 ou 3 derniers ministres de l'économie et des finances. Et dans les recommandations du nouveau modèle de développement, nous proposons de réactiver cette commission. Enfin, nous proposons d'encadrer la pratique du rescrit fiscal. En termes anglo-saxons, on parle de tax rulings. Et c'est quoi ces pratiques? Ce sont des conventions qui sont signées par les grandes multinationales et les administrations fiscales et qui permettent finalement d'optimiser l'impôt. Et nous pensons qu'il faut les encadrer, il faut les regarder de très très près. Et c'est des pratiques qui ont fait scandale sous d'autres cieux, notamment en Europe et au Luxembourg. Et donc, vous voyez bien qu'il y a toute une série de propositions qui sont de nature, si elles étaient mises en œuvre, aucune de ces mesures n'a été reprise ni dans la loi de finances 2022, ni dans le programme gouvernemental. Si ces mesures étaient adoptées et mises en œuvre, avec diligence, c'est-à-dire sur la base de, on va dire, 3 lois de finances successives, eh bien, on serait en capacité de mobiliser 60 à 70 milliards de dirhams de ressources fiscales supplémentaires chaque année. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, c'était dans la même logique enfin, des recommandations que vous avez émises. Vous aviez parlé justement de plafonner les dépenses fiscales par contribuable. Ça rejoint un petit peu ce que... Tout à fait. Plafonnement par contribuable et plafonnement dans le temps aussi. Quand vous avez une dérogation fiscale, une dépense fiscale, une niche fiscale, un bénéfice fiscal, vous ne pouvez pas l'avoir ad vitam aeternam. Vous pouvez en bénéficier pendant un certain délai, mais il faut qu'à partir d'un certain temps, eh bien, ce bénéfice soit interrompu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que les faiblesses du gouvernement dont je vous ai parlé, le péché originel, le conflit d'intérêts, il faut reconnaître aussi que le gouvernement n'est pas politique. Il y a beaucoup de titulaires de Marocains qui sont, on va dire, en phase d'apprentissage, pour rester courtois. Et au moment où le pays a besoin c'est une attaque frontale. Vous n'aimez pas le gouvernement, en tout cas. Pardon? Vous n'aimez pas le gouvernement, ça c'est clair. C'est peut-être une casquette de l'opposition, non? Étant donné que vous êtes istiqlalien. Non, je pense que vous faites une erreur là. Je n'aime pas la politique du gouvernement. Mais je n'ai aucun problème avec les personnes. Je n'ai aucun. J'ai même beaucoup d'amis. On parle pas de personnes. Voilà, j'ai même des amis au sein de l'exécutif. Mais je pense que quand c'est l'intérêt du pays qui est en jeu, les relations personnelles deviennent secondaires. Et moi, je me prononce et je m'exprime par rapport à ma conception de l'intérêt supérieur de notre pays. Donc, je vous disais, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Pourquoi est-ce que le programme gouvernemental, comme la loi de finances 2022, n'a pas repris ces mesures? Parce que c'est le choix du gouvernement, en lien avec ses propres caractéristiques et ses propres faiblesses, mais aussi parce que, vous voyez bien que je n'ai pas de grief à faire personnellement au gouvernement, le précédent gouvernement a commis une erreur majeure. En juillet 2021, c'est-à-dire les derniers mois du gouvernement Letmani, un texte a été voté au Parlement. Ce texte, c'est la loi cadre sur la réforme fiscale. Et il a été présenté et voté de façon expéditive. Tout le processus entre le jour où le texte a été présenté à la Commission des finances de la Chambre des représentants et le jour où elle a été votée en deuxième présentation à la Chambre des représentants, donc après être passé par le stade de la Chambre des conseillers, ça a pris 2 semaines. C'est dire la manière avec laquelle on traite les sujets essentiels avec superficialité. Or, cette loi cadre aurait dû mettre un certain nombre de contraintes aux gouvernements successifs et aurait dû mettre ces mesures que je vous ai indiquées, dont certaines faisaient partie des conclusions, pas toutes, mais certaines faisaient partie des conclusions des 3e assises de la fiscalité qui ont eu lieu en mai 2019. Si la loi cadre était suffisamment directive, suffisamment coercitive, elle aurait été un garde-fou
pour la politique fiscale des gouvernements à venir. Comme la loi cadre renferme malheureusement beaucoup de failles, beaucoup de trous, et c'est simplement des orientations générales sans engagement ferme, eh bien, elle a permis pas simplement de créer des interstices, mais de créer des trous béants où le gouvernement actuel et peut-être même les prochains gouvernements pourront s'infiltrer pour s'exonérer des réformes difficiles. Mais ça peut être changé quand même en cours de route. C'est une loi cadre, c'est une loi. Oui, elle peut être changée, effectivement. Encore faut-il en avoir la volonté. Comment on va pousser, justement, comment pousser les gens, le politique, à avoir cette volonté? Est-ce que c'est de notre ressort, c'est du ressort de qui? De pouvoir changer les choses. Parce qu'à vous entendre, on n'est pas sorti de l'auberge, pardon. Vous pensez que les Marocains se sentent dans une situation confortable aujourd'hui? Certainement pas. Certainement pas. J'essaie simplement d'expliquer de façon factuelle et analytique les raisons des faiblesses de nos politiques publiques. Et donc, si nous voulons sortir de l'auberge, comme vous dites, nous devons réorienter à 360 degrés, non, pardon, à 180 degrés, les politiques publiques et la politique économique. Et commencer par mettre en œuvre les mesures de réforme fiscale dont je viens de vous parler. Ce n'est pas simplement ça. Vous avez également la nécessité de revoir le modèle de financement de notre économie. Or, le modèle de financement, il est sous contrainte. Les recettes fiscales financent une partie relativement faible de nos besoins financiers et l'essentiel est assuré par la dette intérieure et la dette extérieure. Avec une relation que je qualifie moi d'incestueuse entre le trésor public et le secteur bancaire. Puisque le secteur bancaire porte dans son bilan près de 200... Exactement, toute la dette, quasiment la dette intérieure. Près de 200 milliards de dirhams de bons du trésor. Évidemment, c'est confortable pour le trésor public parce qu'il trouve une ressource financière sans avoir à s'expliquer sur les réformes ou les politiques structurées qu'il doit faire alors qu'il est censé le faire quand il va lever de la dette sur le marché international ou lorsqu'il s'adresse au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale ou à la BAD ou au Club de Paris. Avec le secteur bancaire marocain, il n'y a pas ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est un financement sans condition, sans effort. Et pour le secteur bancaire, c'est quelque chose de confortable puisque, eh bien, on sanctuarise les revenus de trésorerie sans faire l'effort de transformer l'épargne nationale en crédit pour l'économie réelle et les TPME. C'est pour ça que je considère que cette relation incestueuse ou ce cordon ombilical, il faut le couper. Vous aviez même proposé d'injecter ces bons de trésor dans le bilan de la banque de Banque du Maghreb. Je vous félicite pour votre lecture avertie, c'est tout à fait juste, c'est la deuxième étape. L'idée est que ces 200 milliards de dirhams soient rachetés par Banque du Maghreb. Alors, cette proposition, je vous le dis, hein, c'est la mienne, c'est pas celle du nouveau modèle de développement. Le modèle de développement, c'est contenter de dire que cette relation n'est pas productive pour notre économie et qu'elle est sous-optimisée et qu'il faudrait que le trésor public puisse se financer non pas en faisant appel au secteur bancaire, mais au marché financier, national et international, pour libérer la pression sur les banques et leur permettre de réorienter ces fonds vers le financement de l'économie réelle. Le nouveau modèle de développement s'est arrêté à ce stade. Modestement, en tant qu'économiste qui regarde ces aspects depuis plus de 30 ans, je considère qu'aujourd'hui, nous devons transférer ces bons du Trésor qui sont dans les bilans des banques, 200 milliards de dirhams, vers le bilan de Banque du Maghreb et créer en contrepartie de la monnaie qui serait injectée dans les circuits économiques et qui serait réinjectée par les banques vers l'économie réelle. À cette condition, et la Banque centrale y veillerait. C'est-à-dire qu'elle rachèterait des bons lorsque la banque s'engagerait à les réorienter vers le financement de l'économie réelle. Ça serait une sorte de quantitative easing, comme la plupart des grandes banques centrales ont fait depuis maintenant plus de 10 ans, depuis la crise des subprimes en 2007 et la crise financière qui s'en est suivie en 2008. Et on sortirait un peu de ce carcan, de cette logique orthodoxe, de gestion orthodoxe de la masse monétaire et de la politique macro-prudentielle, de la politique de crédit, de la politique monétaire de la Banque centrale, pour mettre un peu plus de lubrifiant dans les rouages de notre économie. Évidemment, ça nécessite d'avoir
un changement des mentalités dans le secteur bancaire. Je vous rappelle que dans le discours de Sa Majesté à l'ouverture de la session parlementaire, il avait pointé du doigt ces problématiques de mentalité un peu dépassées au niveau du secteur bancaire et qu'il fallait faire évoluer les mentalités dans cette profession. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Il faut que le secteur bancaire se sente complètement concerné par la santé, par le sort de nos entreprises et en particulier par le sort des plus petites et des plus fragiles, les TPME. Et il n'est pas normal que les banques puissent sanctuariser leurs marges. Elles sont sanctuarisées. Les marges du secteur bancaire, les marges d'intermédiation n'ont pas bougé depuis 10 ans. Elles sont autour de 3%. Au moment où la Banque centrale a réduit de 50% le taux directeur, passé de 3% à 1,5%. Ouais. Et donc, les banques évoluent sur du velours, dans un confort total, alors que l'économie réelle, elle n'est pas dans le confort, elle est plutôt dans l'inconfort. Et donc, il faudrait qu'il y ait une révision de ces règles, de ces mécanismes, de ces politiques monétaires de crédit qui font que tout le monde est dans le confort ou tout le monde est dans l'inconfort. On ne peut pas avoir certains dans le confort et d'autres dans l'inconfort. Donc, il faut une sorte de solidarité qui fera que la rentabilité des banques ne sera plus simplement assurée par les marges, mais il faut qu'elle soit assurée par les volumes, par l'activité. Il faut que les banques aient intérêt à développer leur politique de crédit et pour soutenir l'investissement, soutenir les TPME, soutenir les régions, soutenir les territoires. Il faudrait également que la vision de la Banque centrale, de son métier, de sa mission change. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un mandat simple pour la Banque centrale, c'est-à-dire la maîtrise de l'inflation, la défense de la valeur de la monnaie nationale. C'est bien, c'est important, mais c'est insuffisant. Et toutes les banques centrales ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elles ont modifié leur mission et elles ont adopté ce qu'on appelle le mandat dual, à savoir 2 objectifs, la maîtrise de la monnaie, la maîtrise de l'inflation, d'une part, mais d'autre part, stabilité financière, la stabilité économique et la stabilité de l'emploi. C'est le chemin qu'a fait la Fed, c'est le chemin qu'a fait la Bank of Japan, c'est le chemin qu'a fait la Bank of England. Et la dernière qui a, j'allais dire, freiné des cas de fer, mais finalement elle a fini par céder sous la pression des opinions publiques et sous la pression des gouvernements, c'est la BCE, la Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'héritière de la Bundestag, la Banque centrale allemande, très conservatrice, mais finalement, la volonté des peuples et la volonté des gouvernements politiques ont fini par avoir le dessus. Et la BCE aussi s'est engagée depuis quelques années dans une politique de facilitation quantitative ou de quantitative easing. Alors tout cela a duré quelques années, depuis 2008 jusqu'à 2020-2021. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est plutôt dans ces pays-là, ce n'est pas le cas de notre pays, mais dans ces pays-là, en Europe, aux États-Unis, on est plutôt dans ce qu'on appelle la normalisation des politiques monétaires, c'est-à-dire qu'on est en train de faire remonter les taux directeurs et on est en train de faire ressortir les banques centrales de l'intervention sur le rachat des dettes publiques et des dettes privées. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette pression inflationniste. Puisqu'on a parlé banque, monnaie, Banque le Maghreb, j'en profite pour vous demander ce que vous pensez de la crypto-monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est quelque chose qui doit avancer, se développer ? On parle pour notre pays, évidemment. Parce qu'on est réfractaire chez nous. Non, mais vous savez que il n'y a pas de position unanime dans le monde. Chaque pays, d'abord, il n'y a pas de réglementation internationale sur la crypto-monnaie et chaque pays adapte sa réglementation en fonction de ses objectifs stratégiques. Ça, d'une part. Donc, il n'y a pas une réglementation internationale comme on pourrait la trouver, par exemple, en matière de marché financier, où il y a des normes internationales qui sont appliquées un peu partout dans le monde, ou en termes de réglementation bancaire, par exemple, à travers la réglementation de Bâle III, qui fait l'objet d'une application au niveau international. Les grands organismes internationaux, Fonds monétaire international, OCDE, veillent à sa généralisation sur tous les pays qui sont dans cette galaxie des échanges internationaux. Pour la crypto-monnaie, pour le moment, chaque pays joue sa partition comme bon lui semble. D'un point de vue technologique, d'un point de vue solution technique, d'un point de vue ingénierie, évidemment, je suis favorable. Et toutes les technologies issues de la blockchain, parce que c'est de cela dont il s'agit,
c'est des technologies qu'il faut utiliser et qu'il faut démultiplier, qu'il faut approfondir, parce que c'est des technologies qui permettent de sécuriser les transactions, qui permettent de gagner en rapidité, qui permettent de réduire les coûts et qui permettent de démocratiser l'accès aux services. Et la transparence. Plus de transparence. Et la technologie de blockchain, il faut l'utiliser, et il faut l'utiliser dans les domaines qui peuvent intéresser les citoyens, dans les problématiques de cartographie, de cadastre, dans l'accès aux services, dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'information, dans les transactions commerciales, etc., etc. Pour ce qui concerne le monétaire, c'est de cela dont il s'agit. Je fais partie de ceux qui considèrent que battre monnaie fait partie des éléments de souveraineté d'une nation, d'un pays. sûr. Et je fais partie de ceux qui considèrent que la monnaie doit continuer à faire l'objet de l'autorité de l'État. Et donc, je suis plutôt assez réservé à la création d'une monnaie parallèle à la monnaie nationale. Et cette monnaie parallèle serait une monnaie virtuelle, une monnaie numérique. D'ailleurs, les économistes connaissent ce phénomène, et vous avez un célèbre économiste du XVIe siècle, je pense, britannique, qui avait montré que lorsqu'il y a deux monnaies dans un pays, généralement c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne monnaie. Donc moi je ne veux pas qu'une mauvaise monnaie vienne chasser notre bonne monnaie, et donc je considère qu'il faut être très 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 prudent sur ces problématiques de crypto-monnaie, d'autant plus que c'est aussi utilisé dans les activités criminelles, dans les activités de financement de terrorisme, de financement de trafic d'armes, de proxénétisme, etc. etc. Donc, très, très, très réservé. Vous n'êtes pas pour l'interdiction non plus. Je vous dis, la technologie, il faut qu'on l'utilise. La blockchain, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on développe des compétences, qu'on développe des connaissances. Mais pas au détriment de... Certainement pas de notre souveraineté monétaire. Certainement pas.